c'est en Mmh. enregistrement, et je vous souhaite de passer un bon moment à Oui. tous. À tout à l'heure. Bah, merci, merci beaucoup pour, cette introduction et merci beaucoup pour l'invitation. Et je pense que j'ai commencé à avoir, la tradition d'intervenir, auprès de, Wild Coast School. Ça me plaît bien et depuis 2 ans, en fait, j'interviens pour donner un petit peu plus de visibilité sur, le monde de la data, sur le marché de travail, français et sur, le métier d'un data scientist ou d'un data analyst en général. Et donc, c'est avec cette occasion que j'aime bien aujourd'hui intervenir et vous présenter un petit peu mon domaine, parce que je trouve que il est très intéressant peut-être de connaître un peu ce monde et de voir un petit peu. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, Oui. Oui, oui, justement, et d'apprendre un petit peu en tant que nouveau rentrant sur le marché, en quoi ça consiste ce métier de data scientist ou de data analyst et comment est-ce que vous, de votre côté, vous pouvez vous adapter le plus possible au but de avoir la meilleure expérience possible et le meilleur parcours professionnel possible. Et donc aujourd'hui, en fait, je suis ici pour vous expliquer un petit peu quels sont les enjeux du métier d'un consultant en data science. Qu'est-ce que ça veut dire travailler en tant que consultant? Et qu'est-ce que ça veut dire être un data scientist? Et en fait, quel est l'écosystème data actuel? Quels sont les propositions qu'on peut recevoir de nos jours et quels sont les métiers les plus recherchés et pourquoi. Voilà, donc ça c'est mon but et comment je vais vous montrer tout ça. Et je vais vous donner une introduction sur moi-même, donc quel a été mon parcours académique et quelles sont mes expériences professionnelles actuelles. Comment est-ce qu'avec ces expériences, je suis devenue un consultant en data et quels sont les avantages et les inconvénients d'un consultant data sur le marché français, surtout celui lyonnais. Je vais vous présenter un petit peu aussi l'écosystème data en soi-même et voir un petit peu comment la crise sanitaire a influencé en fait la demande et l'offre de ce métier-là. Et ensuite, si on aura du temps, on va voir un petit peu l'exploration d'un outil de visualisation extrêmement employé sur le marché du travail qui est Power BI. Voilà. Et donc, pour parler un petit peu de moi-même et de me présenter, je suis consultante en data science et je travaille pour Devoteam, qui est une ESN, donc une entreprise qui propose des services numériques auprès de ses clients depuis environ 2 ans et demi. OK, donc j'ai intégré Devoteam en tant que consultant et ensuite je suis devenue solution leader du pôle data à Lyon, c'est-à-dire que je suis la responsable de accompagner les consultants sur les problématiques data et sur leur évolution professionnelle. J'interviens aussi avec les commerciaux pour la partie plutôt technique auprès des clients. Je fais des avant-ventes et en fait, on essaie à trouver et à répondre le mieux possible aux besoins des clients. Et ensuite, je suis aussi ambassadrice de Devoteam puisque représenter l'image de l'entreprise est quelque chose que chaque employé devrait faire. Et en fait, ça me plaît bien ce côté-là de promouvoir le domaine de la data et de montrer en fait que l'entreprise pour laquelle je travaille est une entreprise intéressée de ce domaine-là et qu'on fait des efforts à avoir ce avantage concurrentiel qui est la connaissance sur la donnée, puisque ça, c'est quelque chose qui représente un vraiment pouvoir et qui peut offrir à toute entreprise qui est capable de gérer ces données-là et de bien faire sortir des éléments cruciaux pour la décision économique de quelque chose de très important. Voilà. Dans mon temps libre, en plus, je suis co-organisatrice et présidente de l'association Lyon Data Science à Lyon. Depuis plus de 2 ans, je suis présidente et en fait, cette association a aussi le but de animer une communauté autour du sujet des problématiques liées à la donnée à Lyon. Donc, c'est la première association de data ou liée à l'intelligence artificielle et à la donnée en général à Lyon. Et nous, on est en charge avec l'organisation de toutes sortes d'événements de
façon mensuelle, où le but est d'organiser des conférences avec des speakers intéressants, avec leur parcours, leur background et leur retour d'expérience, au but de partager cette passion qu'elle a donnée pour des nouveaux rentrants, mais aussi pour des plus anciens. Donc, en fait, cette association a le but de mettre tout le monde ensemble, soit recruteurs, commerçants, développeurs, étudiants ou voire analystes, de les mettre tous ensemble et de pouvoir créer une atmosphère extrêmement agréable autour de partage des connaissances. Voilà. En plus de ça, je suis enseignante en data science sur des modules de data science pour JEDA Bootcamp, qui est une bootcamp parisienne, voilà, et qui se charge de la promotion de techniques de machine learning et toutes sortes de gestion de données et processing de ces données. Et en plus de ça, je suis professeure vacataire du module modélisation des données pour la visualisation, qui est vraiment le module que j'avais créé au sein de l'université Lumière Lyon 2, en master 2, là où j'étais étudiante il y a 4 ans. Et donc, en fait, j'aime beaucoup avoir gardé un pied dans ce monde communautaire et de communauté pour développer les sujets data et donc d'animer les communautés et donc de ramasser des gens ensemble autour de ces sujets. Et en plus de ça, je travaille le plus possible pour améliorer mes compétences techniques et de pouvoir réunir des personnes côté métier, mais aussi des développeurs bruts au bout de le mettre tous ensemble et de faire un intermédiaire entre les besoins que les métiers peuvent avoir et les capacités techniques que les développeurs bruts peuvent fournir. Voilà. Et donc ça, c'est mon introduction personnelle pour dire qu'est-ce que je fais actuellement. Mon parcours académique, il a été un petit peu varié et c'est que j'aime bien dire qu'il est un parcours assez atypique pour un data scientist, puisque voyez-vous, dans le monde de la data science, il n'est pas vraiment nécessaire d'avoir beaucoup de diplômes ou d'avoir beaucoup de connaissances et d'expérience dans ce domaine-là. Ce que c'est nécessaire, c'est le désir de progresser, la motivation, l'organisation, la constance de travailler sur des sujets pour pouvoir s'améliorer à long terme. Et donc, en fait, je dis que j'ai un parcours atypique parce qu'en fait, tout mon parcours universitaire a été lié aux sciences des données et donc au domaine de relations économiques et relations internationales, au domaine de théorie plutôt en ce qui concerne macro, microéconomie et tous ces domaines qui sont très intéressants pour le monde académique. Mais en fait, qui dans la vraie réalité, elles n'ont pas de praticabilité en entreprise. Et donc, c'est pour ça que après avoir commencé mon master, je me suis rendu compte que l'économie est un domaine qui me plaît beaucoup et il y a plein de choses super intéressantes qu'on peut faire avec et de découvrir justement le monde qui a été créé sur la partie théorique au bout de pouvoir savoir comment les implémenter dans la vraie réalité, mais que l'économie toute seule, elle ne pourrait pas être une valeur ajoutée plus que ça, sauf si on veut que peut-être travailler à un niveau super haut en tant qu'économiste dans le domaine politique. Et donc, en fait, dans la vraie vie, sur le marché actuellement, on n'a pas autant besoin d'économistes qu'on a besoin de personnes qui savent faire des choses concrètes. Et donc, des choses concrètes peuvent être faites avec la donnée. Et ce qui m'a beaucoup plu, en fait, que j'ai eu un cours de statistique qui m'a ouvert ce monde-là où je me suis rendu compte qu'en fait, pouvoir faire sortir des patterns et toutes sortes de tendances, des milliers et des millions de données, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et c'est un domaine extrêmement intéressant. C'est très intelligent comme approche puisqu'on utilise des concepts mathématiques assez simples, mais on les applique à des matrices avec des millions de lignes et de colonnes. Et donc, en fait, on fait quoi? On fait une moyenne, brutement dit, on fait une moyenne de toutes ces valeurs et on essaie de prédire l'avenir. Et donc, en fait, c'est ça la force de la donnée, se rendre compte des comportements historiques et des comportements passés pour pouvoir
comprendre si on peut, par exemple, évoluer et si on peut prédire l'avenir, justement. Parce qu'en fait, lorsque on travaille sur les données, le but est quoi? Le but est de servir à la prise de décision économique des preneurs de décision. Et donc, en fait, nous, on est des simples intermédiaires qui travaillent sur les données et qui s'assurent que ces données sont bien propres au but de les mettre à la disposition à des décideurs économiques. Et donc, c'est une position qui me plaît beaucoup. Et donc, en fait, au fur et à mesure, dans ma progression académique, j'ai migré de la partie économique plutôt vers la partie économétrique, la partie analyse politique économique, qui veut dire utilisation de métriques, de toutes sortes de modèles mathématiques et statistiques au but de faire de l'économétrie. Et en plus de ça, en sortant de domaine de données économiques au but de faire n'importe quel type d'analyse algorithmique sur des données qui sont adaptées au domaine spécifique, par exemple à la santé, à l'assurance en général, au domaine financier et à l'industrie. Et donc, c'est pour ça que je me suis rendu compte, c'est une vraie force d'avoir cette capacité théorique de comprendre en fait le monde de marché, mais ça serait encore un plus grand acquis si on peut, par exemple, l'utiliser en appliquant des modèles théoriques à des vraies données. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée à ce domaine extrêmement intéressant en tant que data scientist junior, où j'avais travaillé pour ma première expérience de stage pour CGI à Montpellier. Et là, j'avais réalisé un proof of concept, donc un démonstrateur de fraude, c'est-à-dire que on a travaillé sur un sujet où, en ayant les données financières, on a réalisé sur des technologies SAS, en gros, qui est un langage procédural. Nous avons réalisé des modèles prédictifs pour se rendre compte quel type de comportement peut être frauduleux. Et voilà, c'était un super sujet qui m'a beaucoup plu et c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé et qui m'a ouvert voir encore plus les portes pour devenir un vrai data scientist. Déjà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'avais présenté? Sinon, on avance au fur et à mesure et je prends les questions à la fin. Sinon, je continue. Et donc, je travaille sur le marché depuis environ 4 ou 5 ans en tant que data scientist toujours. Et j'avais travaillé en interne pour Econocom, qui est une très grosse boîte qui fait de l'allocation de serveurs et toutes sortes de matériel de data centers. Donc, c'était sur des données plutôt IoT où nous avons eu l'historique d'usage de composants dans un data center et nous avons essayé de prédire un petit peu le taux de panne qui pourrait arriver. Ça, c'est un des sujets sur lesquels j'ai travaillé à Econocom. Et ensuite, depuis 2 ans et demi, je travaille pour Devoteam en tant que consultant et ce métier me plaît beaucoup puisque j'ai l'occasion de voir pas mal le contexte d'un des consultants majeurs, un des boîtes avec lesquelles Devoteam travaille, qui est justement Adecco. Et donc, pour continuer la discussion, en fait, je veux vous présenter cette citation que j'avais créée, j'espère bien, mais après, peut-être que je l'ai pris quelque part lorsque je dormais, qui veut dire que la donnée actuellement est l'or digital de notre ère moderne. Donc, comme en fait les forêts sont l'or vert de notre planète, comme le pétrole, c'est l'or noir. Moi, la donnée, je la considère si importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, actuellement, les entreprises qui savent utiliser la donnée
et savent faire sortir des informations de ces données sont celles qui ont le pouvoir. Et donc, en fait, si vous savez, les gros 4 entreprises les plus grosses du monde sont des entreprises comme Facebook, Google, Amazon, Microsoft qui font quoi? Ben, en fait, elles utilisent que la donnée. En fait, elles donnent des services, elles mettent à la disposition des utilisateurs des services sur lesquels ils peuvent enregistrer leurs données. Et donc, en fait, vous savez bien que si vous ne payez pas pour une application, c'est parce que vous êtes vous-même le produit. Et donc, en fait, actuellement, n'importe quel type d'activité digitale on réalise en ligne, ben, on fait quoi? On laisse une trace et on laisse un historique. Et donc, cet historique-là, il est exploitable par des entreprises qui veulent nous profiler, qui veulent nous faire un profilage par rapport aux produits qu'ils peuvent proposer. Et vous savez bien, il y a plein de startups actuellement qui font que ça. En fait, elles récupèrent de l'information sur des comportements d'individus. Et donc, en fait, ils vendent ces informations à des grosses entreprises qui ont un intérêt particulier à nous promouvoir et à nous vendre des choses. Et donc, plus que ces entreprises savent nous profiler et savent identifier notre profil, plus qu'elles seront à nous proposer des services et des produits plus adaptés. Et donc, en fait, elles gagneront aussi du temps et de l'argent en sachant nous profiler, puisque elles sauront à quel corps sensible arriver pour nous montrer qu'on a besoin de ces services. Voilà, si vous voyez bien l'idée. Et donc, en fait, pour nous, en tant que potentiel client, il est aussi important de ne pas être spammé tout le temps. Et donc, plus que notre profil, il est visible, il est clair, il est concret auprès des entreprises qui veulent nous proposer des choses, plus que, en fait, on sera mieux ciblé. Et donc, au lieu d'être spammé, ben, il y a un produit qu'on va nous proposer qui arrive au bon moment et dont on va le gagner, on va le acheter et donc on va devenir un client fidèle, on va être gagné en tant que ressource par cette entreprise. Donc voilà, il y a plein d'approches qu'on peut avoir par rapport à ce sujet. Le but pour moi est de vous présenter le fait que nous, en tant qu'utilisateurs, on laisse une trace informatique énorme et qu'en fait, tout l'historique de notre comportement est concrétisé par l'intermédiaire de ces données et que c'est pas juste sur nous, c'est sur beaucoup de autres personnes, en fait, toutes les personnes qui ont accès à l'internet. Et donc, l'ère de la big data, c'est maintenant parce qu'avant, même si on avait la capacité software, on avait la capacité théorique de créer des modèles et des programmes, on ne pouvait pas puisque la capacité hardware n'était pas là. Et donc, maintenant, avec l'arrivée de on cloud technologies, on fait quoi? Ben, on est capable à mettre toutes les deux ensemble et donc on est capable de complexifier encore plus ce monde-là au but de trouver des patterns encore plus précises. Voilà. Et donc, la vie de consultante, elle est assez intéressante, surtout dans les premières pas de carrière, là où on a besoin d'apprendre beaucoup, on a besoin de faire ses épreuves, d'avoir plus d'expérience et d'accumuler de l'expérience en fonction de environnement informatique des différents clients. Et donc, actuellement, comme je vous disais, je travaille en tant que data scientist à temps plein déjà pour Adecco Group. Et donc, en fait, Adecco Group est mon client. Et donc, au fur et à mesure que j'ai avancé dans la vie professionnelle, j'ai eu l'occasion de faire 3 missions différentes. Et actuellement, je me trouve sur une mission extrêmement intéressante où nous mettons en place une structure BI très puissante et on essaie à mélanger avec les notions de data science des projets qui utilisent des vraies données d'entreprise, qui utilisent les données d'entreprise d'Adecco et des projets qui ont beaucoup de potentiel à faire le nettoyage là où c'est pas toujours le cas et à complexifier un peu plus le processus, mais au but de le rendre
plus visible en dernière étape. Donc voilà, c'est un projet extrêmement intéressant. J'ai eu d'autres types de compétences auparavant et donc une des capacité clé que je dirais un consultant a est celle de pouvoir être adaptable à l'environnement informatique, mais aussi au type de projet qu'on peut nous proposer. Donc, en fait, l'idée est de montrer qu'on a la capacité de s'adapter sur des projets différents. Et finalement, nous, on a grandi avec l'expérience, on devient meilleur dans notre domaine technique, mais on devient aussi meilleur euh, sur la partie soft skills, qui est un des autres compétences extrêmement importantes au but de pouvoir de faire ces épreuves et dans les meilleures conditions possibles. Et donc, à temps plein, je suis data scientist pour Adecco, mais en fait, en plus de ça, comme je vous disais, depuis un an et quelques, voire deux, je suis devenue un solution leader du département data de Lyon. Et donc, une des avantages d'un consultant est que lorsqu'on est intéressé d'évoluer et lorsqu'on est intéressé de montrer qu'on veut être visible, on veut s'impliquer dans des projets spécifiques, ben, on a cette possibilité-là. Et au sein de Devoteam, c'est toujours le cas parce que en fait, les supérieurs écoutent toujours le besoin que le consultant a par rapport à son évolution professionnelle. Moi, en tant que solution leader, je m'assure aussi que c'est bien le cas et que leurs préférences d'évolution professionnelle sont bien prises en considération et que en fonction de ça, leur évolution, leur formation et certification viennent pour répondre à leurs désirs. Et ensuite, en tant qu'ambassadeur d'Evoteam, j'interviens en intérieur ou à l'extérieur, justement pour pouvoir montrer et donner plus de visibilité sur le domaine de la data, sur le métier de consultant, qu'est-ce que ça suppose, comment se préparer pour des qualifications techniques, parce que moi-même, je fais des qualifications techniques. Et donc, en fait, je trouve que parfois, en tant qu'étudiant, on n'a pas autant de visibilité sur le marché de travail et on n'a pas toujours la visibilité sur les types de capacités qu'on peut nous demander. Et donc, en fait, on accumule plein d'expériences, mais finalement, parfois, un peu de structure et un peu de guidage, je dirais, de la part de quelqu'un de plus expérimenté est quelque chose de très important et c'est quelque chose que je aurais bien voulu savoir avant de commencer ma voie professionnelle. Donc voilà un petit peu ma vie de consultant. Et maintenant, je voulais vous dire qu'en tant que consultant data, et pas seulement en tant que consultant, mais en fait, lorsqu'on travaille avec les données, lorsqu'on est un data scientist ou un data analyst, comme vous savez bien, on est amené de travailler avec plein de technologies et que selon le profil qu'on a, un data engineer, machine learning engineer, data architect, data analyst ou data scientist, on sera amené à travailler avec plus ou moins de ces briques principales euh, de, de ce domaine qui touche la donnée. Et donc, selon le contexte informatique du client et selon ses préférences par rapport à quel type d'outils ils veulent utiliser ou implémenter dans leur projet actuel, ben, on verra ou on verra moins des technologies différentes. Donc, par exemple, je vous ai mis dans ce graphique-là, si vous le voyez bien, toutes les plateformes qui prennent en considération la partie analytics. Et donc, en fait, on a toutes sortes de plateformes. On a des plateformes adaptées pour le data analyst soi-même. On a des plateformes plutôt orientées data science. Nous avons des plateformes BI, des plateformes de visualisation, de machine learning, de computer vision qui est une sous-catégorie de machine learning, de speech et natural language processing et de horizontal AI. Donc, en fait, toutes ces trois dernières briques, elles sont des briques à l'intérieur de ce grand domaine qui est le machine learning, mais qui ont une couche supplémentaire de granularité et de détails. Et donc voilà, selon vos compétences et selon les entreprises dans lesquelles vous allez travailler avec leur choix particulier de technologie, vous serez amené peut-être à travailler sur des briques comme celle-ci.
OK? Et donc juste pour vous donner un exemple, dans mon expérience, professionnelle, beh, j'ai travaillé sur Microsoft comme, plateforme de, data analysis, sur cette catégorie de data analyst, platforms. Dans la data science, j'ai utilisé Dataiku, j'ai, travaillé avec SAS et avec RapidMiner, et j'ai fait un test sur le CNIME aussi, pour faire quelques études de benchmarking. Sur le BI platform, on était toujours avec Microsoft et j'ai touché un petit peu à MicroStrategy, juste comme un exemple. Sur la partie visualisation, j'enseigne du tableau. Ici, il n'y a pas Power BI, mais en fait, je travaille principalement actuellement avec Power BI. Et ClickView, c'est un autre outil extrêmement puissant, très utilisé dans les entreprises lyonnaises. Sur la partie machine learning, j'ai travaillé avec Google Cloud et Azure Machine Learning. En computer vision, je n'ai pas eu l'occasion pour l'instant. Pareil sur le horizontal AI non plus et un speech NLP non plus. Donc, vous voyez en fait que selon votre expérience et selon les entreprises dans lesquelles vous travaillez, vous serez amené à toucher plus ou moins des outils différents sur ces domaines-là. OK? Ça ne veut pas dire que vous devez les toucher toutes ou que vous devez cocher toutes les cases. Non, selon votre profil et selon les projets sur lesquels vous intervenez, vous serez amené à utiliser plus de technologies que des autres. Et ça ne veut pas dire que je dois connaître toutes les technologies. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, il faut se spécialiser, il faut devenir meilleur et il faut vraiment avoir cette notion de compréhension des concepts de base qui se trouvent derrière cette application. Puisque si vous savez travailler sur SAS Enterprise Miner, disons dans la partie machine learning, vous serez aussi amené à savoir implémenter ces concepts-là sur la plateforme de Data Science Dataiku. OK? Donc ça, c'est juste une petite visibilité que j'essaie de vous offrir pour vous montrer le fait que mes compétences ont évolué en fonction du besoin client, en fonction de son système informatique et qu'actuellement, on travaille beaucoup avec Microsoft puisque c'est un de nos partenaires principaux à Devoteam et qu'en fait, le but pour nous est de développer des compétences dans ce domaine-là. Et c'est bien ce que j'ai essayé ici à faire, c'est-à-dire que un des avantages d'être consultant pour Devoteam est le fait que Devoteam se charge de la partie certification. Et donc, il y a des possibilités. Moi, depuis 2 ans et demi, j'ai eu cette possibilité de travailler sur Microsoft et donc de développer des compétences en plus qui sont liées à mon domaine de compétences sur la partie data. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai eu des certifications sur la data science, la data analyse et Azure lié à l'intelligence artificielle et machine learning. Voilà, comme une petite idée. Et donc, je vous expliquais tout à l'heure quels sont mes technical skills, mais c'est pour dire que moi, j'avais repéré 3 grosses catégories. La catégorie outils de data science et data visualisation. Et vous pouvez observer, c'est pas une liste exhaustive, mais c'est juste comme exemple. Les outils statistiques et des langages de programmation. Donc, en fait, mes points forts, on était R, Python et SAS. Et ensuite, des plateformes spécifiques inclus base de données. Et bien sûr qu'ici, j'avais travaillé avec MySQL, Microsoft SQL Server et BigQuery pour tout ce qui signifie un langage de requêtage de données comme c'est le SQL. OK? Et ensuite de ça, bien sûr, si vous avez en plus cette capacité à vous adapter et à travailler sur un outil on cloud comme Microsoft ou comme Google ou voire Amazon, ben ça va vous amener encore plus de visibilité dans vos recherches professionnelles et ça va montrer encore plus une preuve de s'adapter à ces besoins courants en fonction de demandes qu'on a actuellement sur le marché de travail. Voilà. Est-ce que jusqu'ici, il y a des questions peut-être? Vous êtes encore là? Ah, c'est bon, je vous vois pas, c'est pour ça que je me demande. Mais, notez-les si jamais, vous n'osez pas les poser maintenant et on va parler de tout ça enfin, voilà.
Et donc, maintenant, je voulais continuer avec des avantages et des inconvénients pour une vie de consultant. Donc, quand j'étais étudiant, je ne savais pas vraiment quelle est la différence entre les deux. Et le fait de travailler en interne ou en tant que consultant apporte des avantages différents. Et donc, selon votre personnalité, selon l'intensité avec laquelle vous voulez évoluer de point de vue professionnel, justement, un de ces deux peut vous offrir plus d'avantages que les autres. Donc voilà, j'avais repéré un petit peu comme ça les avantages pour le fait d'être consultant. Mais en fait, en tant que consultant expert, on a des salaires un peu plus grands. Et ça, c'est un vrai avantage parce que vraiment, on arrive à être un expert après avoir accumulé beaucoup d'expérience. Et donc, on devient plus rapidement des experts d'un domaine sur lequel on veut travailler. Si on travaille en tant que consultant, pourquoi? Parce qu'on aura plein de clients, on aura plein de systèmes informatiques de différents, on verra plein de façons de travailler et on rencontrera plein de gens qui vont nous aider à évoluer le plus rapidement. OK? Voilà, donc ça, c'est un des critères importants, le fait qu'en tant qu'expert, on est bien coté sur le marché en général et qu'en tant que consultant, en plus, on a cette indépendance de dire, voilà, on sait qu'est-ce qu'on vaut sur le marché et donc en fait, on répond par rapport aux besoins des clients. Un deuxième avantage que j'avais repéré, c'est justement cette perspective d'évolution carrière qui est assez rapide. C'est-à-dire qu'on peut vite arriver au moment d'avoir plus de responsabilités, juste parce que ça nous intéresse. Donc, vous pouvez rester un consultant normal qui travaille à temps plein pour une mission, ou vous pouvez, si vous voulez, vous impliquer dans des problématiques internes à l'entreprise, comme je l'ai fait moi-même. Et ça, c'était un choix personnel. J'aurais pu ne pas le faire, mais c'était quelque chose qui m'a intéressé. Donc, j'ai exprimé vraiment mon désir de pouvoir m'impliquer dans des activités internes à l'entreprise sur la partie data, puisque c'est un domaine qui m'intéresse, puisque en fait, selon mes expériences, j'ai vraiment un intérêt à animer une communauté de devotees autour de la donnée et de donner le plus de visibilité possible à tous les consultants de ce que je fais et ce que mon pôle fait. Et ça, c'était un choix personnel. Et donc, je fais des qualifications techniques. Ça, c'était aussi un choix personnel. Et donc, en fait, avec cette nouvelle responsabilité de solution leader, euh, qui a été un choix personnel aussi, et bien sûr que ça vient aussi avec les compétences et en faisant ces épreuves, mais on m'a vraiment montré qu'à Devoteam, c'est la seule ESM avec laquelle j'ai eu l'expérience vraiment à travailler, il est une vraie possibilité de pouvoir évoluer de point de vue professionnel et qu'en fait, selon les compétences et les désirs professionnels, on peut évoluer plus ou moins rapidement, mais certainement. Voilà. Après, en tant que consultant, on a ce privilège aussi de pouvoir faire des formations et des certifications et d'avoir toutes sortes de programmes de développement personnel qui viennent à compléter en fait l'aspect universitaire ou formation que vous avez actuellement et qui viennent aussi à ajouter une valeur supplémentaire pour vous aider à mieux vous adapter dans l'émission que vous allez suivre. Voilà, ça c'est un point assez important. Ensuite de ça, un point de contact avec les clients, plein de clients, des clients divers, des systèmes informatiques différents, comme je vous avais dit, c'est quelque chose qui va vous beaucoup apporter en termes d'adaptabilité au système informatique de clients et en termes de variété d'interlocuteurs que vous pourriez avoir. Néanmoins, dans une entreprise en interne, vous aurez votre équipe et ça, c'est tout. Parfois, vous serez amené à travailler sur des projets, mais en utilisant des autres collègues ou des autres ressources humaines en plus, mais pas plus. Néanmoins, en tant que consultant, on a accès à l'entreprise mère, donc qui nous a embauchés et à tout son système informatique et en plus de ça, et à tous ses privilèges. Et en plus de ça, on a accès à l'entreprise qui nous accueille, qui est le client et qui justement va nous prendre sous son œil justement et nous former selon les principes et les compétences internes à leurs clients. Et donc ça, pour moi, c'est un très bon avantage justement. Et bien sûr,
cet avantage est lié aussi au dernier, l'acquisition d'approches de travail efficaces et valorisables en dehors du conseil. Donc, en dehors du conseil, dans le sens où on travaille pour un client et donc au bout d'un moment, on commence à se sentir complètement intégré, c'est-à-dire que on connaît parfois plus sur l'entreprise qui nous accueille en tant que client que l'entreprise qui nous embauche. Et ça peut être quelque chose de très intéressant parce que souvent les entreprises qui nous accueillent ont plein de ressources humaines, ont beaucoup d'expérience, ont des systèmes informatiques extrêmement développés et complexes. Et donc, toutes ces méthodes de travail et toutes ces valeurs ajoutées que le personnel en interne a est partagé avec nous parce qu'on est là et on doit compléter leurs équipes. Et donc, on apprend beaucoup plus rapidement, on a encore plus d'expérience. Ensuite, sur la partie inconvénient, ben, en fait, en tant que consultant, parfois, on travaille plus, on a plus de deadlines, elles sont plus importantes, plus rapides, on a plus de responsabilités sur le côté delivery. Et donc, ça, ce sont des choses sur lesquelles on s'engage vraiment puisque, en fait, nous, on est l'image de l'entreprise. Et donc, en fait, les services qu'on réalise doivent être réalisés en temps puisque nous, on est sous forfait ou on est en régie. Et donc, finalement, le client, il ne veut pas payer pour nous avoir pour rien, il veut payer parce qu'il a besoin d'un service qu'on peut fournir. Et donc, finalement, ça engage aussi notre responsabilité dans une plus grande mesure. Euh, il faut aussi prendre en considération le côté besoin client, c'est-à-dire que souvent dans le contrat de consultant, il y a une clause de mobilité qui dit que en fait, si on n'est pas, on ne trouve pas une mission sur place, fait qu'il n'arrive presque jamais finalement, et surtout ici à Lyon, c'est pas vraiment le cas, ou à Lille ou à Paris. Euh, on peut être amené à nous déplacer pour une certaine période de temps. Et donc, en fait, ça, c'est quelque chose, si vous êtes seul, vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas de famille, c'est quelque chose qui peut vous intéresser, mais prenez juste en considération que lorsque vous avez une vie plus stable, cette clause-là peut être plutôt un peu plus discutée avec les équipes de RH pour voir comment la gérer si jamais elle peut arriver. Voilà. Et parfois, au sein du client, on a un peu plus, une plus faible pouvoir de décision. Pourquoi? Parce que c'est tout à fait normal. Nous, on est des prestataires de services et donc on ne peut pas prendre la décision à la place du client. Et c'est pas du tout à nous de le faire. Et c'est pour ça que c'est important d'être conscient qu'en fait, nous, on est là comme un appui technique. On est là pour apprendre sur l'infrastructure qui existe au but de l'améliorer. Et ensuite, on est des conseillers, on apporte notre savoir-faire et notre know-how, justement, mais on ne peut pas prendre la décision à la place du client. Et c'est même pas désirable puisqu'on ne fait pas partie de l'entreprise et que finalement, les enjeux stratégiques, politiques et de business de cette entreprise, elles sont importants pour les internes de ces entreprises et pour ceux qui sont directement responsables. Nous, on est là juste comme des prestataires et donc, en fait, parfois, le fait de prendre des décisions est quelque chose qui n'est pas envisageable et voire désirable. Et donc, selon votre personnalité, encore une fois, réfléchissez bien si la vie de consultant, c'est quelque chose qui vous plaît, si vous voulez vraiment à 100% prendre des décisions par vous-même ou pas. Et de toute façon, quand vous prenez des décisions, vous êtes dans une mesure de pouvoir et d'autorité à laquelle vous arriverez aussi après des années d'expérience. Donc, junior en entreprise, en interne ou en externe, c'est la même chose. On serait jamais amené à prendre des décisions par nous-mêmes depuis le début. Et c'est un cycle de vie professionnelle et c'est tout à fait normal que ça se fasse puisqu'on a des besoins d'expérience pour pouvoir justement prendre des décisions. Voilà. Et bien sûr, une majorité de l'activité réalisée chez les clients peut être aussi dehors de la zone de confort, c'est-à-dire qu'on sera amené à être adaptable et que peut-être ce qu'on nous avait dit comme besoin n'est pas tout à fait le même que celui qu'on identifie sur place, puisque parfois on n'a pas la connaissance de besoin. Et on n'a pas la connaissance explicite du besoin et donc on a besoin de faire de plus de recherches. Donc soyez toujours prêt pour à sortir de la zone de confort
Et donc, si ça, c'est quelque chose qui vous intéresse, ben, je vous encourage forcément de le faire parce que depuis que je suis consultante, depuis 2 ans et demi, je m'éclate vraiment dans ma vie professionnelle et c'est quelque chose qui m'amène beaucoup, beaucoup de valeur ajoutée. J'ai évolué beaucoup, pas justement sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. Et ça aurait été jamais passé autrement. Et donc, en fait, je suis extrêmement contente d'avoir fait ce choix-là dans cette partie de ma vie. Et je pense que de toute façon, on se trouve dans une asymétrie informatique, asymétrie d'information sur le marché. Et donc, on ne saurait jamais où on arriverait à la fin. Mais soyez confiants sur le début, sur vos décisions, sur le processus. Et si vous éclatez entre-temps sur le processus, ben certainement que là où vous allez arriver, ça va vous plaire encore plus. Voilà. Je vérifie juste le temps, il me reste 13 minutes. Donc, en fait, ce que je vais faire, je vais continuer. J'ai encore 2-3 slides pour vous expliquer un petit peu l'écosystème. Je n'aurai pas pour l'introduction, la démo sur la partie Power BI, mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi utiliser de outils de visualisation, c'est important. Et ensuite, je vais prendre des questions dans les dernières 5 minutes. Voilà. Donc, pourquoi travailler sur le domaine de la data? Ben, en fait, vous le faites déjà. Donc, en fait, vous vous formez dans ces directions et je vous félicite pour ce choix. Ça fait toujours plaisir de voir des personnes qui sont intéressées de ce domaine-là. Et de toute façon, je trouve qu'au bout d'un moment, c'est assez indispensable de le faire puisque maintenant, on travaille avec le digital, avec tout ce que c'est informatique et on sera de façon presque indispensable à utiliser des données. Et donc, en fait, actuellement, un écosystème de données en entreprise est quelque chose d'indispensable. On ne peut pas faire sans. Et juste pour vous donner un exemple, même si on est une entreprise de quelques employés ou voire des dizaines, des milliers ou des millions, le processus, il est toujours le même. C'est-à-dire qu'il y a un processus de procurement qui est mis en place, c'est-à-dire il y a des facturations qui existent puisqu'on offre des services en tant qu'entreprise à quelqu'un d'autre. Donc, il y a des factures qui se créent. Il y a des ressources humaines, donc partie de HR qui est mise en place, donc c'est-à-dire euh, créer des profils pour chaque ressource humaine avec ses informations démographiques, avec ses informations professionnelles et ensuite s'assurer qu'elle est payée tous les mois. Voilà, ça c'est un autre exemple. Euh, un système de delivery pour s'assurer que le service il a été bien mis en place. En fait, vous voyez que voir la location d'un local, elle laisse une trace informatique. Et donc, en fait, si on est une entreprise de quelques employés ou des milliers d'employés, ben, le processus, il est le même. Avec le temps, on ramasse de l'information. Et donc, vous serez certainement amené à trouver des informations sur vos clients ou sur vos ressources humaines ou sur vos factures ou sur votre historique. Et donc, vous allez chercher et fouiller dans les données. Et donc, en fait, on s'est rendu compte depuis longtemps que le domaine de la data, surtout pour la partie statistique et analyse exploratoire et analyse inférentielle, par exemple, sont extrêmement importants. Et donc, qu'est-ce que se passait? Nous, en tant que ESN et en tant qu'entreprise qui propose des services numériques, on veut bien capitaliser et avoir une valeur ajoutée pour nos clients. C'est-à-dire qu'on veut bien présenter le fait que en ayant une meilleure structure informatique où les données sont plus protégées, c'est-à-dire la cybersécurité plus propre, c'est-à-dire la data pre-processing, les données sont bien mises en place et bien sûr analysées. C'est un système informatique qui est meilleur, qui a plus de valeur. Donc, on aura des économies des coûts qui se mettent en place. On aura des rendements plus élevés pour les clients et pour nous-mêmes aussi, pour toutes les personnes qui capitalisent les données. On aura un plus d'engagement avec les clients, une amélioration des processus, l'automatisation des tâches, valorisation et marché d'échelle. Donc, vous voyez, ce sont que quelques exemples pour vous montrer que si vous prenez en considération la donnée, ben, il y a une valeur commerciale derrière, aussi pour vous
mais aussi pour vos clients. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut expliquer et qu'il faut montrer, et il faut faire ses épreuves aussi pour le faire. Et donc, c'est là où c'est extrêmement important la position d'un data scientist ou un data analyst. Et donc, en fait, en tant que data scientist, bon, il y a plein de choses, mais il y a aussi des challenges et des opportunités dans cet écosystème. Et donc, j'avais mis ici quelques axes de discussion, c'est-à-dire que on a besoin des data scientists, des data engineers et d'autres types de profils liés à la donnée, parce qu'il y a des projets data en entreprise qui sont initiés de plus en plus. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que plus qu'on met en valeur ces données, plus que les projets auront une valeur ajoutée de point de vue financière, mais aussi qualitative sur l'activité économique de l'entreprise. On a besoin des différents niveaux d'expérience, et donc en fait on se rend compte que actuellement il y a plein de profils juniors et qu'en fait il faut avoir la structure pour pouvoir les préparer. On a plein de types de rôles qui sont recherchés par les entreprises, et parfois les entreprises ont des besoins plutôt ciblés, particuliers sur des niches spécifiques, et parfois elles ont besoin des profils un peu plus euh, polyvalents. Et donc, en fait, on a toutes sortes de demandes et des compétences qui peuvent répondre à ce genre de besoins. Avant la crise, il y avait plein de projets data. Il y avait un niveau d'expérience plutôt junior, moyen requis. Il y avait plein d'offres et sur des différents types et de rôles, comme par exemple le data scientist, c'était un rôle extrêmement recherché avant la crise. Et bien sûr, il y avait aussi plein de demandes sur des compétences polyvalentes. Après la crise, c'est une repriorisation des projets qui se passaient en entreprise, c'est-à-dire qu'il y a moins de projets data. Les gens se rendent compte qu'en fait, ce ne sont pas de projets d'innovation qu'ils nous font actuellement, mais plutôt de projets de mise en place d'une structure informatique puissante et qui peut bien s'assurer de la propriété de données. Et donc, en fait, on ne cherche plus des data scientists autant, on cherche des data engineers un peu plus. On cherche plus de compétences spécifiques, comme par exemple avoir de connaissances de big data et des plateformes de big data comme par exemple Spark, Scala, Hive, Hadoop. Voilà, ce sont des choses un peu plus de niche. Et donc, selon la vague, vous voyez, parfois on est amené à se développer sur un domaine, parfois sur un autre. Mais c'est juste pour dire, il n'y a pas des personnes qui connaissent tout. Il faut au bout d'un moment se spécialiser. Et il y a des rôles pour des personnes qui sont vachement spécialisées, et il y a des rôles pour des personnes qui sont un peu plus polyvalentes. Donc, encore une fois, selon votre expérience, vos désirs d'investissement professionnel et votre profil et bien sûr les besoins de clients, ben, vous serez amené à faire des choix des différentes voies professionnelles. Et donc, c'est pour ça que je dis, c'est vous qui avez dans votre proprement toutes ces décisions, et c'est aussi à vous de décider quelle est la façon la plus efficace possible de mettre en valeur ce que vous avez, ce que vous pouvez offrir. Voilà. Et donc, je m'arrête ici. Peut-être la prochaine fois, si vous êtes encore là, je ferai une démo sur Power BI. En fait, c'est que je voulais dire sur Power BI et que c'est un outil de visualisation extrêmement puissant qui vous permet de vous connecter à des sources différentes de données, de faire des schémas et de lier les tables entre elles, et ensuite vous permet de travailler directement sur la propreté de ces données par l'intermédiaire de Power Query, et bien sûr de faire des visuels interactifs extrêmement puissants. Et donc, actuellement, ce que j'observe est que Power BI est un outil extrêmement demandé sur le marché. Donc, si vous avez l'occasion dans votre futur professionnel, n'hésitez pas à aller le regarder un petit peu juste comme culture, juste comme connaissance, juste comme curiosité. Si vous n'avez pas l'occasion de travailler dessus, c'est pas grave. Peut-être vous serez amené à avoir d'autres types de euh, outils de visualisation. Et donc, avec ça, je suis désolée, en fait, je parlais comme ça. Il fallait peut-être respirer un peu.
mais j'ai voulu vous dire le plus possible sur ce domaine dans le moins de temps possible et j'espère que cette présentation a été assez compréhensive. Donc maintenant, je prends 4 minutes de questions. Oui. Voilà. Donc, Olivier, j'ai posé une petite question. Est-ce Oui. qu'on trouve des opportunités sur le marché pour tout ce qui est HR Data Analyst? Est-ce que ce sont des choses qui sont demandées ou pas? HR, Data Analyst, c'est ça? Oui. Ah, c'est-à-dire en Data Analyst sur le domaine de… Spécialisé en ressources humaines, oui. Oui, ben, c'est une très bonne question, Olivier. Justement, en fait, par exemple, je donne mon exemple. Donc, en fait, Adecco est une grosse boîte de intérim et elle travaille avec des données de RH parfois. Donc, en fait, il n'y a pas un domaine de HR Data Analyst, mais il y a un domaine de Data Analyst qui peut s'adapter avec plus de connaissances métiers sur des domaines spécifiques, comme celui de ressources humaines. Donc oui, c'est le cas. Si ça vous intéresse justement à développer vos compétences de Data Analyst dans le domaine de RH, ben encore mieux, vous avez un avantage par rapport aux autres qui ne sont pas vraiment très connaissants de ce domaine-là. Donc, c'est une bonne question et vous pouvez le faire certainement. Oui. D'accord. Merci. Merci aussi. Ok, Catherine, Oui, oui. j'avais une petite question. Déjà, c'est super intéressant votre parcours. Je me demandais en fait, par exemple, moi je viens, d'un milieu, complètement en dehors de tout ce qui est, intelligence artificielle, données, et cetera. Et du coup, je me demandais, est-ce que finalement on a intérêt à poursuivre sur une autre formation? Ou est-ce que, parce que je vois que vous venez d'une autre école aussi, que vous êtes formatrice dans une autre école. Est-ce que vous pensez que finalement avec cette formation qui quand même est très complète, on peut trouver quelque chose? Parce qu'on n'est pas du tout dans le domaine de la data science là, donc Bah, en fait, je vois aussi mes étudiants se confrontant avec les mêmes questions et c'est tout à fait une question très justifiée. Donc, moi, je dis que l'expérience, c'est déjà la plus importante. Vous avez une formation assez puissante. Selon ce qui vous intéresse, vous pouvez continuer à suivre des parcours plus spécialisés, par exemple dans le machine learning ou des choses qui vous intéressent plus. Sinon, je vous encourage justement à vous lancer directement sur le marché parce que vous avez la force de le faire. Donc, c'est juste l'expérience qui vous manque. Et en fait, en faisant juste des formations tout le temps, parfois, on ne sera pas amené à avoir ces expériences. Et donc, moi, j'étais conseillée aussi parce que je me posais la même question quand j'ai fini, surtout parce que je n'avais pas l'expérience de ce domaine-là, de data science en général, comme j'étais économiste. Et donc, quelqu'un m'a recommandé, et je suis contente d'avoir pris en considération son conseil, de me lancer directement et d'avoir le courage de tenter et de se lancer. Il n'y a personne qui est né en sachant des choses. Et donc, on sera toujours en début amené à être confronté avec des difficultés. C'est tout à fait normal, mais il faut faire ce premier pas. Il faut être conscient qu'on n'est pas là, au début et qu'on doit apprendre. Et au fur et à mesure qu'on avance, ben, on sera mieux, on sera meilleur. Voilà. OK, d'accord, merci. Donc voilà, si ça vous intéresse de poursuivre quelque chose de plus ciblé sur le domaine de machine learning ou et cetera, vous pouvez prendre une autre formation, voire la faire, dans votre temps personnel. Par exemple, sur Coursera, il y a plein de sujets super intéressants que vous pouvez, par vous-même, le faire ou de suivre des autres, formations qu'on vous propose par l'intermédiaire des bootcamps, voilà. Sinon, lancez-vous directement, tentez votre coup et vous allez voir que ça va aller mieux. Et maintenant, en fait, le marché, il s'est bien démarré. Maintenant, on commence à chercher toutes sortes de ressources humaines qui ont des compétences de data analyst et de data scientist, fait qui n'était pas vraiment le cas il y a quelques mois. Donc, le marché s'est remis en marche. Oui. Oui. Le marché s'est remis en marche et donc maintenant, je pense que vous aurez encore plus de capacité à montrer que vous êtes intéressé de travailler sur ce domaine-là. Voilà. D'accord. Je voulais vraiment savoir si effectivement, est-ce que c'était presque une obligation? Mais en fait non, parce que moi dans l'idée, je faisais cette formation pour après me lancer dans le milieu professionnel sur ce domaine, quitte après à poursuivre sur une autre formation, mais au moins déjà me lancer sur le marché du travail avec, la
petite formation que j'ai, voilà, donc ça répond à mes questions, hein. Bah, Merci. oui, bah, c'est super. Et juste pour vous dire, je dois connecter juste mon bah, je continue la discussion. En fait, moi, je fais des qualifications techniques, vous voyez, et ça m'intéresse pas beaucoup quelles sont les formations que le candidat a réalisées. En fait, ça m'intéresse pas autant dans le sens où je suis bien sûr intéressée de voir quel est son parcours et de comprendre comment il est arrivé à avoir un entretien sur ce domaine-là avec moi. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est la compétence technique. Et donc, en fait, vous, si vous montrez dans un entretien de qualification technique que vous répondez bien aux besoins dont je cherche, ben, je ne vais pas me poser plus de questions que ça. Si vous montrez que vous êtes compétente sur votre domaine, même en ne pas sachant le système informatique de mon entreprise, ben, vous montrez déjà que vous êtes capable à vous adapter à mon système informatique et donc vous serez une ressource bien éligible. Au moins, ça, c'est mon cas. Après, je vous avoue, je ne sais pas exactement comment ça marche pour toutes les entretiens de qualification technique, mais en fait, faire ces épreuves, c'est plus important que montrer quels sont les diplômes et ne pas savoir les backups derrière. Ouais. Ça, c'est très français, hein, les diplômes, les diplômes, les diplômes. Mais bon, Ouais. c'est un autre sujet. Bah, ouais. Et une autre chose, justement, j'avais oublié de vous dire, bah, je vous encourage fortement, si vous n'êtes pas bon dans la langue anglaise, de vous améliorer le plus possible parce qu'on est un monde de plus en plus international, de plus en plus global. On trouve plus d'opportunités dans des entreprises qui ont des services à l'international. Moi, je travaille dans un environnement depuis que je suis intégrée à Deco juste en anglais. Ça m'arrive que j'ai des collègues français, c'est pas ça, c'est juste que les projets sont en international. Et donc, en fait, si j'aurais pas su la langue anglaise, peut-être ça aurait été plus difficile pour moi d'intégrer ce type de mission. Et donc, ça, c'est aussi une valeur ajoutée qui vous met sur un plan un peu plus haut par rapport à quelqu'un qui ne connaît pas la langue anglaise. Voilà. Mathie, vous avez une question. Oui, merci beaucoup pour la présentation. On a eu beaucoup de choses en peu de temps. On a essayé un peu enfin moi j'essaie de tout retenir, notamment votre première partie, ça m'a beaucoup fait penser à la citation d'Auguste Comte, savoir pour prévoir afin de pouvoir. Donc c'est aussi pour ça que moi je suis là et j'avais une question un peu de futurologue, de faire de la futurologie. Quelles sont les évolutions des métiers de data scientist et de data engineer que vous voyez à 5 ans? Parce qu'on a vu qu'il y a pas mal de technologies, beaucoup d'outils qui évoluent très vite. Et est-ce que vous voyez des tendances déjà? Oui, une très bonne question. Donc, les tendances sont ben déjà, le cloud, c'est quelque chose qui est arrivé et qui va pas partir, en fait. Et donc, avoir une connaissance d'une des plateformes cloud comme Google, Azure ou Microsoft Azure ou Amazon est un point fort. Donc, je vous encourage justement à vous orienter un petit peu vers les fonctionnalités de ces plateformes, au moins pour comprendre comment ça marche. Et c'est important parce que justement, les entreprises sont déjà désireuses à investir dessus. Et en plus, les clients, ils ont toujours besoin de quelqu'un qui a ces genres de compétences. Et en plus de ça, ces grosses entreprises, les trois entreprises qui fournissent ces services en principal, elles ont toutes sortes de modules de data visualisation, de data preprocessing et bien sûr de data management aussi, ETL et de machine learning. Donc, en fait, vous n'avez même pas besoin de coder ou de savoir coder forcément. Si vous maîtrisez ces plateformes, une de ces plateformes ou au moins leur fonctionnalité, ben, vous avez déjà une vision globale de ce que vous devrez savoir plus si vous développez vos compétences de développement et si vous rentrez en détail. Plus détaillé. Est-ce que ça répond déjà à la question, Mathis? Donc, plateforme cloud, c'est un oui. Après, outils de visualisation, surtout, vous avez un parcours plutôt data analyst, c'est ça? Super. Donc, certainement un outil de visualisation. Je ne sais pas si vous avez fait un outil de visualisation ou pas. Pour l'instant, Tableau et Power BI.
Exactement, Tableau et Power BI. Et donc voilà, vous avez déjà les compétences pour le faire. Donc, savoir et devenir encore mieux sur ce genre de fonctionnalités est quelque chose qui peut vous apporter un avantage supplémentaire. Voilà. Et en plus de ça, si vous maîtrisez encore un langage statistique ou comme Python, ben, c'est encore quelque chose en plus. Je peux pas prévoir quelle est la direction ou la trajectoire que ce travail comment il va se développer. Je vois actuellement que être un data engineer est quelque chose qui est très important pour les entreprises. Pourquoi? Parce que elles n'ont pas le système informatique pour pouvoir appuyer tous ces modèles de machine learning dessus. Vous voyez. Et donc, en fait, pour eux, il faut qu'ils mettent la base avant de s'embrouiller avec des buzzwords comme innovation ou intelligence artificielle. Ça, c'est le cas en gros. Avant, data science et le modèle de machine learning étaient plutôt un buzzword, justement. Et donc, c'est pour ça elle était prise en considération. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'on n'a pas l'infrastructure et que surtout pendant la crise, investir dans ces modèles quand on n'a pas un système informatique bien mis en place est quelque chose qui n'est pas si intelligent à réaliser. Donc, voilà, si j'ai répondu à la question. Merci. Merci aussi. Il y a une question de Laura et après, je pense que je vais m'arrêter ici. Très jolie photo, Laura. Est-ce qu'il y a des opportunités sur le data mining seulement ou vaut-il mieux élargir ses compétences? C'est une très bonne question. Actuellement, sur la partie data mining, il n'y a pas autant d'opportunités, surtout sur le marché lyonnais. Je ne suis pas extrêmement au courant avec ce qu'on cherche à Paris, mais je vous conseille plutôt à élargir un peu ses compétences parce que certainement, avant de trouver sa niche, il est extrêmement important d'avoir des compétences un peu plus diverses. Et donc, si vous commencez déjà sur la partie data pre-processing et gestion des données, analyse de données, nettoyage de données et voir hébergement de ces données de la bonne façon, ça peut vous aider déjà à avoir une meilleure vue sur le domaine de data mining. Et ensuite, si ça vous intéresse justement à avancer plus, vous pouvez accumuler ces compétences comme un bonus à présenter à l'entretien. Parce qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup de domaines qui cherchent, beaucoup d'entreprises qui cherchent de data miner. Ils cherchent plutôt de data analysts ou des data managers, par exemple. Et donc ici, on peut trouver aussi cet aspect de data mining. Pareil, on cherche des data ingénieurs et pas de data miner. C'est-à-dire que data mining, elle est une brique qui peut intervenir dans des différents rôles possibles. Voilà, si j'ai bien répondu, Laura, à votre question. OK, de rien. Voilà, j'espère juste que ça vous a plu, cette présentation. Et donc, je suis contente de vous voir que vous êtes intéressé de ce domaine-là et félicitations pour ce courage de continuer une formation qui vous attire et de faire des efforts. Je sais que c'est pas toujours facile, mais c'est la clé de la réussite et je prendrai quelqu'un qui a fait des efforts à se développer sur ce domaine toujours avant quelqu'un qui me semble pas intéressé de ce domaine-là. Vraiment. Donc, faites vos preuves. Vous êtes motivé, vous êtes jeune, vous êtes capable. Il vous manque juste un petit peu d'expérience et ça vient avec le temps. Donc, bon courage dans vos recherches et merci encore une fois pour votre attention. Je reste à votre disposition aussi sur LinkedIn et donc, n'hésitez pas à me faire des retours plus détaillés si jamais ça vous intéresse. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Passez une bonne journée et bon courage pour la suite. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne Au revoir. Au revoir. Merci.